Bernadette Thomas, Jeanne, il était une femme. Moi, j'aurais pensé à Jeanne, elle était une femme. Oui, ah, évidemment l'auteur l'a fait exprès. Ce titre, effectivement, je l'ai créé sur deux jeux de mots. Il était une femme qui est la formule introductrice du conte. Il était une fois. Et il, le pronom personnel il, sujet, et le substantif femme qui vont pas tout à fait ensemble, hein, même s'ils sont complémentaires. Et dans ce titre, il y a tout le destin de Jeanne Marais, c'est-à-dire un conte de fées. Sa vie est un conte de fées, mais c'est aussi sa vie est un combat pour égaler les hommes. Donc c'est un titre qui me plaît beaucoup. C'est un titre qui est très dans l'air du temps, puisque le genre est très d'actualité, si on peut dire. La frontière entre hommes et femmes de nos jours n'existe plus ou n'est plus sujette à ta question comme à l'époque de Jeanne Marais. Est-ce que vous y avez pensé quand... Vous trouvez que la question, la frontière entre hommes et femmes n'est plus... Je pense qu'il est plus facile aujourd'hui pour une femme de vivre... Oui, de vivre ses rêves, de vivre... De vivre de sa sexualité et même de se penser autrement. Oui, il est plus facile... Dans certains pays, on peut le dire, oui. On peut le dire. Ouais. Et quand on voit, bon, même chez nous à La Réunion, et peut-être ici aussi, mais dans le monde entier, combien de femmes sont tuées par leur mari ou par leur compagnon parce qu'elles refusent peut-être la sexualité justement, ou qu'elles refusent d'être des femmes objets, ou qu'elles ont envie de vivre une autre vie. Et moi je trouve que justement j'ai voulu un roman qui soit en lien avec le présent, et je trouve que le thème de l'émancipation féminine dans ce roman est un thème qui est toujours d'actualité. Évidemment, le parcours de Jeanne, il aurait été facilité aujourd'hui, parce qu'à cette époque-là, effectivement, une femme n'avait pas le droit. Jeanne est une femme d'audace, et justement, je viens de lire dans l'entrée cette phrase d'un des gouverneurs de l'île, NSI, justement. Je me suis dit, c'est tout à fait Jeanne, c'est-à-dire 3 recettes pour le succès. D'abord l'audace, ensuite l'audace, et encore de l'audace. Et donc, mais parce qu'à cette époque-là, elle courait l'emprisonnement, hein, et puis la personne qui la mettait aussi sur le bateau, bien sûr. Mais bon, se travestir, c'était un moyen d'échapper à la tyrannie, entre guillemets, des hommes. Il y a une phrase dans le livre où elle se compare à l'autre Jeanne. Oui, à l'autre Jeanne, Jeanne d'Arc. Voilà. Oui. Bien qu'elle n'ait pas eu le même destin. Pas le même destin, elle ne finit pas au bûcher, mais... Non, elle a de la chance, elle ne commence pas très bien, hein, elle n'est pas très gâtée dans la vie, mais à force effectivement d'audace et de volonté, elle y arrive. Oui, moi je trouve que ce sont des destins un peu semblables, parce que cette Jeanne d'Arc, elle a eu aussi énormément d'audace. Bon, même s'il y avait le contexte religieux, les voix, etc., mais on est dans un contexte différent. Oui, tout à fait. Ouais. Ouais. L'autre Jeanne entendait des voix, l'appel du Très-Haut. Oui. Et votre Jeanne entend plutôt l'appel du large. C'est exactement ça, elle entend l'appel du large. Elle n'entend pas dès le début, je crois. Je crois qu'elle entend l'appel du large au sens figuré, l'appel du large de la liberté. Je suis une femme, je prends mon destin en main. Ce n'est pas parce que je suis une femme que je n'ai pas le droit de vivre du destin que les hommes se réservent. Et au XVIIIe siècle, les hommes se réservent encore beaucoup de responsabilités. Et ils croient que les femmes n'en sont pas capables.
Et d'ailleurs, c'est ce qui la protège, Jeanne, finalement, pendant tout son périple là. Ce sont les préjugés masculins. Parce que Jeanne, c'était un petit bout de femme, elle était de petite taille. Elle était plutôt fade comme fille. Et puis je le raconte dans le roman, elle ne ménage pas sa peine. Et donc, les hommes, ils pensent qu'il s'agit d'un homme. Ce qui est extraordinaire dans votre livre, c'est que, outre le fait de la question de genre, c'est que autre chose qui interpelle, c'est cette... Aujourd'hui, on parle de changement climatique. Oui. Et du respect de la nature. Il est aussi question de ça dans énormément. Mais je suis très contente que vous mettiez le doigt sur les deux grands... C'est ce que j'ai trouvé dans... Les deux grands thèmes Voilà. que j'ai voulu mettre en avant. Et le passé fait le présent. Et c'est vrai que je ne voulais pas écrire un roman historique qui soit cantonné dans l'histoire. Il faut qu'il ouvre sur le présent. Et le deuxième grand thème que j'ai mis dans le roman, je ne l'ai pas écrit comme ça, mais effectivement il est en filigrane, c'est celui de l'environnement, des explorations pour une meilleure connaissance de l'environnement. À cette époque-là, évidemment, c'était pour exploiter la terre, pour exploiter les ressources de la terre, pour le commerce, pour la colonisation, pour l'esclavage, enfin pour tout ce qu'on sait. Aujourd'hui, il n'est plus question de cela, mais aujourd'hui, il est grandement temps que l'on s'intéresse à la connaissance de l'environnement. Il y a encore énormément à savoir. L'autre jour, je voyais un reportage sur le Brésil, justement, on en parle beaucoup en ce moment, de l'Amazonie, de toutes les richesses, mais c'est absolument incroyable, tout ce qui reste à découvrir, qu'on ne connaît pas encore, et que le terrien sache, comprenne au moins, c'est vraiment je crois que ce sont des prières qui montent du monde entier, que l'on comprenne que la terre, il faut arrêter d'en user et d'en abuser, qu'il faut prendre les ressources terrestres comme des biens à préserver, à protéger, fragiles, des alliés de la vie humaine. C'est du vivant. Et donc, j'ai beaucoup aimé ça. J'ai un penchant pour effectivement tout ce qui est botanique, mais c'est un thème qui revient dans tous mes romans. Les herbes, j'ai commencé par les guérisseurs. Donc les guérisseurs chez nous, je crois que j'ai appris le terme hier, que chez vous on dit les longanistes. On m'a dit que ça, donc c'est quelqu'un qui m'a dit ça, je ne connaissais pas, je pense qu'on dit guérisseurs aussi, qui travaillent avec des plantes. Les plantes, la terre nous offre des trésors hein, qui sont là. Donc dans tous mes romans, j'en parle. Et c'est vrai que si je fais le portrait d'un botaniste, quelquefois on m'a dit mais il n'est pas réunionnais, il n'est pas de l'océan Indien. J'ai dit mais ça ne fait rien. C'est un homme de la terre avec un grand T. C'est un homme de notre monde. C'est un homme, il avait ses défauts, hein, personne n'est parfait, mais c'est ce botaniste-là, comme Pierre Poivre aussi, je crois, ce sont des gens, ils ne sont pas les seuls, hein, qui ont été les premiers à nommer, les précurseurs, qui ont nommé les plantes, qui ont commencé par le thym, la pensée, la fougère, qui ont fait ce qu'ils ont pu. C'est un travail magnifique et nos chercheurs d'aujourd'hui... Et puis il parle de ces plantes avec passion. Ah, il parle de ces plantes avec passion. J'avais écrit beaucoup plus hein, sur lui, hein. Enfant, comment il était passionné par les plantes. Et puis après, j'en ai enlevé hein, en tant que romancier. Bon. Mais c'est ça. Il faut être... Dans ma famille, bon, moi j'ai un fils qui est passionné de plantes et d'environnement et d'écologie. Donc c'est aussi pour cette raison aussi que j'ai une grande tendresse pour la terre. Je suis moi-même fille de paysan, donc j'ai grandi là-dedans, j'ai grandi au milieu des cannes, du maïs, des cacahuètes et des herbes, ce qu'on appelait des mauvaises herbes, des tisanes, etc., des braides, donc j'aime beaucoup ça.
Bernadette, j'ai eu l'impression, en lisant le livre, que vous avez quand même édulcoré la question de l'esclavage. Alors, d'abord, je vais vous dire, le roman a reçu le prix du livre insulaire à Ouessant, donc en juillet 2019. Là. Et eux, ils ont bien sûr aimé tout le reste, mais ils m'ont dit, ce que nous avons beaucoup aimé dans ce livre, c'est cet esclave qui est en fond, comme ça. C'est parce que c'est un roman qui parle de l'esclavage pour nous qui sommes loin. Et nous avons aimé votre façon de traiter. Ça a été très difficile pour moi. Je me suis beaucoup questionnée, j'ai travaillé dessus, j'y suis revenue. Je me suis dit, parce que je me suis dit, quel regard on va porter sur toi? Le romancier écrit, ben vous savez aussi que vous êtes écrivain, on écrit pour soi, ce qui sort de notre ventre, mais on écrit pour être lu, et on est témoin. On est une parole. Comme la question du genre, la question de l'environnement, oui. La question du racisme est aussi d'actualité. Est aussi d'actualité. Votre roman, en quelque sorte, englobe toutes ces grandes questions qui interpellent aujourd'hui. Et alors, c'est pourquoi j'ai eu l'impression que cette question-là... Ça a été un peu édulcoré. Voilà. Alors, peut-être que ça tient à mon caractère. Je me dis que, là c'est personnel, c'est vrai que je porte en moi tout cet esclavage, j'en suis, je ne peux pas dire j'en suis fière, je suis contente d'être ce que je suis, de toute façon je ne peux rien y changer, je suis très heureuse d'être ce que je suis, je pense que si je suis ce que je suis, c'est à cause de tout mon passé, toute mon histoire, et je ne suis pas la seule, hein, je pense que pour nous tous c'est la même chose, et j'essaie d'être en paix avec tout cela. Même si je vous dis que je ne suis pas encore capable, par exemple, de regarder un film qui traite de l'esclavage de façon très dure. 12 ans esclave, donc en anglais c'était... comment il s'appelait ce film? 12 Years Slaves. Je suis sortie au bout de 12 minutes, hein, pas plus. Je sentais les sanglots qui montaient, là, vous voyez, quand on maltraitait les gens, les femmes, les enfants. Et j'essayais de les contenir, ces sanglots, et je n'y arrivais pas. Et je suis sortie du cinéma en partant, mais en sanglotant, comme si ça m'était arrivé. Donc j'en suis encore là. Parce que c'est quand même vous, c'est quand même la romancière, l'écrivaine. À un moment, vous dites dans le livre... il est né du mauvais côté de la terre. Il est né du mauvais côté de la terre, c'est vrai, je le pense très fortement. Et c'est pour ça que je l'ai mis en parallèle avec l'autre jeune Philibert Commerson, qui est brillant, qui est bourgeois, qui est riche, qui a toute la vie devant lui, qui a l'argent, qui est né du bon côté de la terre en Europe. J'ai mis les deux... je les ai fait suivre, hein, les deux chapitres. Je voulais... Et c'est vrai ce que je dis, je l'ai trouvé dans les lettres de Commerson, dans les documents sur lui, et dans ses lettres. Il dit, je vais m'occuper de lui, mais bien sûr que c'est paternaliste. Je vais t'apprendre à lire, je vais te sauver en quelque sorte. Je vais te ramener là-bas. Je vais te ramener, lui, dans son esprit, c'est je vais te ramener en France. Et d'ailleurs, Joseph, lui, l'esclave, il croit qu'il le ramène, je l'ai fait exprès, il croit qu'il le ramène dans le pays, dans son pays, auprès de sa mère et de son amoureuse. Et je voulais, j'ai cherché dans ces textes, et j'ai trouvé toujours une espèce de bienveillance par rapport à cet esclave qui est Joseph. Donc, je me suis dit, il y avait des gens qui étaient bienveillants. Et il n'a pas réussi, tout botaniste et ethnologue aussi qu'il était, tout grand esprit, c'est un grand esprit, il n'a pas réussi à passer le pas pour condamner l'esclavage ouvertement comme ça. Donc j'ai pris ce qu'il a donné. Et il est confronté à l'esclavage une deuxième fois dans le roman. C'est lorsque ils sont à Bourbon, ils montent au volcan et qu'ils tombent sur cette femme esclave marronne avec son bébé. Ça, c'est vraiment
ça ait vraiment existé. Hein. J'ai trouvé ça dans les archives départementales, coloniales, et Commerçon en parle aussi. Et là, c'est pareil. Je l'ai rattaché, parce qu'il n'a pas réussi à, par exemple, à s'interposer, à dire aux gens qui étaient avec lui, écoutez, laissez-la vivre comme elle veut. Il a suivi le mouvement du temps, et je le dis d'ailleurs, hein, je ne sais, je dis quelque chose à ce propos, je dis, je dois avoir une formule très imagée pour dire que tout esprit des Lumières qu'il est, il est aveuglé peut-être par les Lumières de France, il n'est pas capable de s'interposer. Voilà. Et ce Joseph, je le laisse effectivement dans son monde qu'il a laissé là-bas. Je montre sa tristesse, je montre son désespoir, je montre tout ce qui traîne et que je pense, vous voyez, j'en parle, j'ai des frissons, que nos ancêtres ont dû traîner après eux. Mais je pense qu'il fallait qu'ils vivent et qu'ils se disent, mais il faut qu'on vive maintenant. Soit je disparais, je meurs, soit je vis. Il me semble que si j'avais été à sa place, c'est ce que je me serais dit. Donc c'est comme ça que j'ai voulu le traiter, mais c'est la première fois que quelqu'un m'en parle. Je pense que ça va venir là maintenant avec le prix. Je me suis dit, mon Dieu, comment ça va être pris cette histoire. J'ai voulu le traiter de façon apaisée. Et en même temps, j'ai voulu montrer la souffrance. Vous faites bien de parler des archives. Ça vous a pris combien de temps pour tout ce travail de recherche? Alors, le roman a tourné déjà 2 ans dans ma tête. J'étais en train d'écrire un autre roman, donc je l'ai poursuivi. Et en même temps, je réfléchissais à tout cela. J'avais rencontré un descendant de Philibert Commerson à Saint-Malo. C'est lui qui m'a lancé sur la piste de Philibert Commerson. Et j'ai mis 5 ans pour l'écrire, avec beaucoup de documentation, comme vous avez dû le voir, archives coloniales. Je suis venue à l'île Maurice, mais malheureusement, je n'ai pas trouvé grand-chose. Et j'ai trouvé son nom, Jordan et Pamplemousse, puisqu'il a... Il y a une rue Commerson. Il y a une rue Commerson. Quelqu'un m'a dit hier, il y a des écoles aussi, Commerson. Mais le cimetière, on ne trouve pas non plus. Moi, je n'ai pas su où il a été enterré. Je suppose à Flac, puisqu'il est mort là-bas. J'étais venue au musée, mais j'ai rien trouvé à l'époque. J'avais trouvé une dame qui avait fait un travail, mais ce travail le résultat de son travail était aux archives départementales, donc j'y ai eu accès. Donc j'ai trouvé énormément de choses sur lui, de documents au Muséum d'histoire naturelle à Paris. Et puis sur elle, eh bien, en cherchant à droite, à gauche, dans les biographies, en allant en Dordogne. Enfin, je n'y suis pas allée, mais j'ai écrit là-bas. Voilà. Donc, j'ai fait le maximum à travers les écrits de Pierre Poivre, à travers les écrits de Bougainville. Bien sûr, j'ai beaucoup lu les contemporains, les gens qui ont fait le tour du monde, le médecin Vives, par exemple, qui a laissé un journal. Et puis d'autres contemporains, ou des gens qui ont vécu un siècle après lui, qui ont écrit des martyrologes, des scientifiques, voilà. Bernadette, vous n'êtes pas venue seule à Maurice pour présenter votre livre. Il y a aussi votre éditeur, qui se trouve être aussi votre mari. Est-ce que, Laurent, est-ce que vous avez eu votre mot à dire quant au contenu du livre? Est-ce que les couples, par exemple la question de l'esclavage, est-ce que cette pudeur vient de vous ou bien comment s'est passé là? Non, moi je suis complètement étranger à son écriture. Je découvre son roman. Vous le jurez? Pardon? Vous le jurez vraiment? Ah oui. Oui. De temps en temps, il y a quelques fuites. Je me fais une petite idée, mais ce n'est pas le sujet de conversation. Je découvre le livre lorsqu'il s'agit de passer à la phase correction. J'écris seule, complètement seule, du début à la fin. Là, il a été un petit peu au courant parce que nous avons visité l'Hermione,
qui était en construction, parce que le bateau sur lequel Philibert Commerson et Jeanne Marais ont fait le tour du monde est une réplique de l'Hermione. Donc évidemment, il savait que je travaillais sur Philibert Commerson. Mais par exemple, mon prochain roman, qui est terminé, il n'en connaît absolument pas la teneur. Personne ne m'influence quand j'écris. Peut-être que Laurent pourrait nous parler de la maison d'édition qu'il dirige. Alors, cette maison d'édition, donc comme vous l'avez compris, elle a un caractère familial. C'est donc une édition réunionnaise qui a une histoire singulière, puisque au départ, Livres sans frontières, c'est une association humanitaire. Et dès le départ, s'était posé la question du financement de nos opérations à destination de Djibouti. Finalement, nous avons diffusé son premier roman, qui a été un succès, et année après année, finalement, eh bien, ça nous a permis de financer 10 opérations, 10 conteneurs à destination de Djibouti. Voilà, donc moi j'étais bénévole de cette association. On envoyait des livres notamment, des manuels scolaires, du matériel médicalisé, etc. Et on a monté... Oui, sur Tadjoura, on a monté deux bibliothèques. Deux bibliothèques, il n'y avait rien du tout. Voilà. Donc j'étais bénévole de cette association. Et puis donc il y a eu une évolution un petit peu naturelle. Ensuite, eh bien, on a créé cette maison d'édition. En fait, au départ, mes premiers romans ont été édités par un éditeur de La Réunion. Et puis en fait, comme il y avait cette association caritative, oui, et puis que tu diffusais le livre parce que l'éditeur était un peu pris. Donc toi, tu es aussi enseignant, mais tu éditais les livres. Et donc finalement, tu as fini par connaître parfaitement le monde du livre, les rouages. Et quand il s'est agi de trouver un éditeur, quelquefois, et ça n'est pas évident du tout. Il était là. On a cherché à éditer le livre en métropole. Quelquefois, c'est difficile. Les éditeurs disent oui, après disent non. Et bien, finalement, il a dit, bon, celui-là, je le prends aussi, même s'il devrait être édité en métropole. Et ce qui est magnifique, est-ce qu'il est exigeant? Ce que je voulais dire, ce qui est magnifique, excusez-moi, c'est que même édité à La Réunion, petite maison d'édition, il a trouvé le moyen d'être super bien accueilli, d'avoir le prix Ouessant, d'avoir été finaliste au prix Athéna. Il est finaliste aux 2 grands prix Métis, le prix Métis de la ville de Saint-Denis et le grand prix Métis. Donc c'est formidable, ça veut dire aussi que les jurys ne se disent pas on va seulement regarder quelle est l'édition et où elle se place dans le monde. Voilà, puis comme éditeur, est-ce qu'il est exigeant comme éditeur? On peut peut-être lui poser la question, est-ce qu'elle est exigeante comme auteur? Parce que je crois que non, il est vraiment très très bien. Et je ne trouverai pas un éditeur comme lui, parce qu'il paraît que je suis un peu capricieuse. Enfin, moi, je ne suis pas de nature capricieuse, c'est pas mon style, hein, vous savez. Je suis une fille aînée de 7 enfants, donc on n'est pas capricieux. Quand on est l'aîné d'une famille de 7 enfants, et puis qu'on est de familles modestes. Mais c'est vrai que je suis gâtée. Surtout que là, le fait que ce soit cette édition, on a la certitude que son succès, ça ne sera pas un feu de paille. Le souffle des disparus, qui a été publié il y a 15 ans, on en parle toujours. Et Jeanne, dans 10 ou 15 ans, je suis persuadée qu'il fera toujours la une des librairies à La Réunion, et je veillerai à ce qu'à l'extérieur aussi, on continue à en parler. C'est l'avantage finalement d'une petite édition, c'est qu'il se démène énormément. Et vous voyez, là, tous ces rendez-vous à Maurice, moi je ne m'en occupe pas du tout. Je suis incapable. Moi j'écris tout ce qui est contact, vente, tout ça, c'est pas du tout de mon ressort. Je n'aime pas du tout faire ça, je n'y arrive pas. Je suis très maladroite, je vais à reculons. Vous êtes le contraire de Jeanne Marais. Pour ça, oui. Mais pas pour l'écriture. Et pas pour la volonté, la ténacité. J'ai toujours voulu devenir un grand écrivain, depuis que je suis
toute petite. J'ai appris à lire, j'ai découvert les textes, la poésie, notamment quand on est enfant, et je me suis dit, waouh, c'est ça que je veux faire. Je trouve ça absolument extraordinaire, surtout à l'époque où j'étais enfant, pas de télévision, pas de radio, pas de téléphone. On était dans notre environnement de Cannes et de campagne, c'était magnifique. Mais je veux dire, quand on lisait un texte de poésie, qu'on découvre ça, qu'on n'en a jamais entendu parler, moi, c'était les pays des merveilles. Vous avez évoqué la question de votre prochain roman. De quoi parlera justement? Alors là, donc il n'en sait rien pour le moment. Je ne vais pas trop dévoiler l'histoire, mais je pense que ce sont des questions d'actualité. J'aime bien écrire, bon celui-ci est un peu différent, mais dans mes autres romans, ce sont des sujets régionaux, mais une région est à elle seule un monde, hein, vous le savez, hein, en tant qu'artiste. Une famille est à elle seule un monde. Et donc, je retire de ce petit monde, de ce microcosme, de quoi écrire un roman, j'espère, qui a une dimension terrestre universelle. Alors, l'environnement, bien sûr. L'environnement, c'est mon grand cheval de bataille. La relation aux autres, l'accueil de l'autre. Aujourd'hui, ce sont de grands thèmes. Accueillir l'autre chez soi, le partage, le vivre ensemble. Je crois que nous sommes tous un peu là-dedans. En tout cas, ce sera le mot de la fin pour cet entretien avec Bernadette Thomas et Laurent Rossel, respectivement autrice, romancière et éditeur. Cela a été un plaisir de vous recevoir dans l'émission et je souhaite encore plus de succès à ce roman qui est toujours en lice pour d'autres prix. Et merci d'être venu nous parler de ce livre dans Métissage. Merci, bonne soirée.